Antoine Gatter, rejoignez-nous, notre président de France Nature Environnement. Voilà, cher Antoine. Hamid Oussa, où êtes-vous, Hamid? Oui, notre directeur général de la Fédération de pêche, qui sera liké comme il faut. Voilà, il n'y a pas de souci. Frédéric Fèvre, s'il vous plaît, le représentant de la Fédération nationale des chasseurs. Olivier Suterlin, coprésident du comité biodiversité du MEDEF. Et pour l'agriculture, Jean-Alain Divanac, venez, président de la Chambre d'agriculture du Finistère, membre du conseil d'administration et vice-président de la commission environnement de la FNSEA. Voilà, donc... ouais, mais oui, ben, on va y arriver, hein, c'est ce qu'on disait, les pistes d'amélioration, voilà. Pour l'avenir, vous n'êtes pas mal non plus, hein, donc c'est ça. Là, on est bien au Sénat. Bon, donc c'est parfait. Ouais, non, alors là, pour le coup, j'ai vraiment pas un ordre, très très précis, loin de là. Olivier, prenez le micro. Olivier Suterlin, s'il vous plaît. Co-président du comité biodiversité, parce qu'on est toujours co-président lorsque l'on est au MEDEF, hein, donc c'est bien ce que j'ai compris. Quelqu'un qui d'ailleurs tout petit, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez gamin? Ça m'intéresse. Ça. Je voulais être avocat pour défendre les animaux. Et ben quand j'étais enfant. Eh ben oui. C'est vrai. Et il termine au MEDEF. Eh ben oui, c'est comme ça. Donc c'est formidable. C'est parfaitement compatible. J'attendais cette réponse quand même, fort heureusement. On ne déteste pas la nature non plus, donc chez vous. Quel sens on donne donc à notre affaire, donc une police de l'environnement à la croisée des chemins, donc qu'est-ce que l'on attend? Évidemment, vous défendez ce qui est normal, l'emploi et l'économie, donc ça c'est parfait. Mais quel sens on donne, on va dire, à tout cela déjà? Alors, nous, le message qu'on porte, hein, on l'a porté assez tôt concernant l'émission de l'OFB. À l'époque, on l'a porté, c'était concernant même l'Agence française pour la biodiversité. À l'époque du rapport de préfiguration, c'était Bernard Chevassus-Holby et Michel Badré qui avaient travaillé sur le sujet à l'époque, en 2013. Et on avait déjà pointé du doigt une difficulté qui était justement l'articulation entre les missions de police de cette agence à venir et puis les missions d'accompagnement des acteurs. Et c'est un petit peu finalement le cœur du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et le message qu'on porte actuellement, c'est le même. C'est finalement, il faut qu'on ait une culture commune au niveau des agents de l'OSP, une culture commune de l'accompagnement des destinataires de la norme. Et donc, on considère que la prévention, c'est beaucoup plus important que la répression, évidemment, même si au niveau de la sanction, il y a une vertu dissuasive, mais ce n'est pas forcément celle qui est mise en avant en premier ou qui est ressentie en premier par les acteurs. On considère qu'on est dans un contexte actuellement, et ça a été beaucoup dit aujourd'hui, qui est extrêmement complexe, un droit de l'environnement qui va dans différentes directions, qui est transversal bien sûr, qui adresse différents enjeux, mais qui est également difficile à comprendre, difficile à lire par les acteurs qui sont destinataires de cette norme. Et l'OFB est là, bien évidemment, en tant qu'accompagnateur de ces textes et de ces normes, mais on considère que les agents de police de l'environnement doivent eux aussi être en accompagnement. Ils ne doivent pas être là uniquement pour contrôler et sanctionner, ils doivent être également là pour faire de la pédagogie, ce qui a très bien été dit d'ailleurs à la table ronde précédente. Donc ça, c'est le message le plus important qu'on a envie de retenir et de diffuser aujourd'hui. Lorsque l'on parle de police, quand même des installations classées, donc là, il n'y a quand même pas tellement d'ambiguïté, quoi. Alors, police des installations classées, oui, mais ce qui nous intéresse particulièrement dans la police des installations classées, c'est la façon dont ils ont de travailler. Alors, la légitimité qu'ils ont acquis, bien sûr, au fil des années. On est sur un droit qui s'est cristallisé et qui est né dans les années 70. Donc, il y a eu quand même tout un passif, oui, un historique important. Très bien expliqué, effectivement, sur le côté dynamique, effectivement. Ils ont acquis leur légitimité comme ça. Je ne dis pas que les agents de police de l'environnement ne sont pas légitimes. Bien au contraire, ils sont tout à fait légitimes à intervenir. Mais il y a encore cette légitimité peut-être à acquérir, ou en tout cas cette connaissance que n'ont pas forcément les acteurs destinataires des normes. Et donc il y a un travail à faire par rapport à ça. Ce qui nous intéresse avec la police des installations classées, c'est qu'il y a tout un travail d'accompagnement et de pédagogie qui se fait actuellement. Il y a une visibilité qui est donnée à la norme, un accompagnement des acteurs. Il y a une prévisibilité, un accompagnement également des contrôles qui se fait. Et notamment, il y a un plan annuel des contrôles qui est
publiés, qui est rendu public par la police d'installation classée. Et ça nous paraît être un modèle très intéressant, justement, qui pourrait être décliné par l'OFB pour les opérations de police de l'environnement. Est-ce que vous avez des domaines qui sont obligatoirement, vous aussi c'est extrêmement hétérogène, qui sont plus en pointe, on va dire, que d'autres, sur ces sujets, on va dire, environnementaux? Des domaines ou des sujets de préoccupation? Oui, alors deux choses, effectivement, des domaines, par exemple, je sais pas, je pense à la cosmétique, je pense à d'autres. Et après, sujet de préoccupation aussi. Alors, les sujets de préoccupation, je dirais ce qui crispe un petit peu, hein, ça a été dit aujourd'hui, et puis ça a fait aussi les frais de la presse, c'est vraiment cette question de la préservation de la biodiversité, le droit des espèces protégées, qui est un droit qui est particulièrement compliqué et qui même, en fait, on observe que même des grandes entreprises qui ont des directions juridiques qui sont assez étoffées, se trouvent parfois prises au piège de l'interprétation de ce droit. Sur les conditions d'obtention d'une dérogation espèce protégée, par exemple, sur la question de l'appréciation, qu'est-ce qu'une perturbation à une espèce protégée? Je ne parle pas de la destruction de spécimens d'espèces protégées, ça c'est facile. Les cadavres sont au sol, on sait qu'il y a destruction. Mais la perturbation d'une espèce protégée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on caractérise une atteinte à son cycle de vie biologique, là ça fait appel à des connaissances et à des compétences qui parfois sont pas acquises en entreprise. Alors c'est vrai qu'on se souvient du fameux pique-prune. Donc on était dans une autoroute, je crois que c'était entre Le Mans et Alençon, ça devait être un truc comme ça. C'était par là. Oui, c'était ça. Et effectivement, là ça avait vraiment été une espèce de cas d'école, parce qu'on avait été obligé d'arrêter. Je ne parle pas de la 69, parce que là, de toute façon, ils vont y aller. Mais c'est aussi une autre affaire. Mais donc, est-ce que maintenant, vous êtes confronté toujours à cela, ou bien ça s'est calmé, on va dire? Là, vous dites, vous essayez quand même de trouver, on va dire... Alors, le compromis, mais enfin, c'est très souvent, ça peut être un cheval, une alouette. On a pu observer, dans certains cas, effectivement, une évolution de la part, ne serait-ce que de l'attitude des agents de police. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, je dirais 2-3 ans, on pouvait être sollicité pour des demandes d'information de la part d'agents de police de l'environnement, mais sans avoir forcément le contexte. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est reproché de la part de la personne qui nous interroge. Donc il tend à y avoir un peu une évolution par rapport à ça. Et effectivement, un dialogue qui se construit de façon un peu plus sereine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer, qui est assez positif, mais c'est pas forcément généralisé. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être inscrire un peu plus dans les mœurs. D'accord. Bon, sinon, on est assez d'accord que des gens qui, bien que connaissant pour le coup la loi, je ne parle pas du côté, pas inadvertance, mais enfin en tout cas pas forcément toujours au courant donc, du sujet, mais qui y vont sciemment, là, c'est pas de la pédagogie qu'il faudra faire. Hein, donc, Non, c'est évident. Il y a toujours une place pour la sanction et pour la répression. Et donc, dans les comportements qui sont clairement délictuels, enfin les actes de délinquance ou les actes de négligence grave, bien sûr, la sanction a toute sa place. Hein. Les actes de récidive également, ça c'est évident. Mais en revanche, sur des sujets qui sont un peu plus complexes, hein, on a évoqué aussi aujourd'hui la question, par exemple, des obligations légales de débroussaillement. Oui. Comment cumuler la mise en œuvre d'une OLD, le respect des OLD, avec la protection de la biodiversité? Il y a un arrêté ministériel qui a été publié sur le sujet. Il n'apporte pas une clarification optimale sur cette question-là. Donc il y a besoin encore de travailler sur le sujet avec les acteurs de terrain également pour arriver à trouver une voie médiane et pour assurer la conciliation entre les deux enjeux. Ça se passe intelligemment, donc en fonction du contexte vraiment local. Et oui, parce que même si le PIAF donc, va nous faire de la nidification au printemps, ça va dépendre aussi parfois, même les mêmes espèces, à certains endroits, ça va être quelques jours avant, quelques jours après, etc. Et tout, ils se foutent de la loi, hein, les oiseaux, vous avez bien remarqué. Les outils à faire bouger, qu'est-ce que ce serait pour vous? En tout cas, à faire évoluer, quoi, ouais. Je pense que alors il y a plusieurs pistes sans doute que j'ai déjà commencé à évoquer. Donc rendre lisible finalement les textes et les normes. On est sur un droit qui, on l'a dit, est très compliqué, qui évolue en permanence. Hein. C'est quand même des grandes caractéristiques du droit de l'environnement. Il y a pléthore de textes. Donc rendre visible la norme, rendre visible l'objectif qui est poursuivi par la norme, l'expliquer, donc ça c'est faire œuvre de pédagogie, hein, on l'a déjà dit. Rendre visible aussi peut-être les actions de contrôle, donc un plan annuel de contrôle sur des thématiques particulières, c'est une façon également d'accompagner le mouvement et de sensibiliser les acteurs. Donc ça c'est tout à fait intéressant. Et je pense que oui, avec déjà ces aspects, effectivement, ces deux outils-là, on fait progresser considérablement les pratiques.
Qu'est-ce que vous souhaitez là? Parce que là on est, alors c'est pas du tout de la roue libre, hein, du tout, mais au niveau de l'ordre, j'ai pas grand-chose, si vous voulez. Est-ce que vous préférez, je sais pas, partir chasser, partir dans les champs avec l'agriculture, aller donc pêcher, donc c'est fait, aller à la chasse, qu'est-ce qui nous manque? Le Medef, c'est fait. Voilà. Antoine Gattet nous réunir absolument tout ça. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous prenez là? Hop, on y va. Un petit coup de chasse? Allez, un petit coup de chasse, bon, comme ça. Donc on y va. Frédéric Fèvre, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui représentant de la Fédération nationale de la chasse, qui connaît, me semble-t-il, un tout petit peu quand même le droit, ça c'est plutôt pas mal. Vous êtes aussi administrateur et secrétaire général donc, de la Fédération de chasse de Vendée, parce que vous aimez beaucoup ce merveilleux territoire du Fou du Puy, du Fou, je ne sais plus dans quel ordre ça se fait, mais enfin bon. Qu'est-ce que vous constatez en termes de doléances aujourd'hui, donc auprès avec vos maires Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que l'institution judiciaire est derrière l'OFB et soutient l'OFB. Quand on a connu cette vague d'OFB bashing, on était révoltés. On trouvait ça terriblement injuste parce que en fait l'OFB ne fait qu'appliquer les textes que d'autres ont votés et que d'autres ont édictés. Et donc les rendre responsables de tous les maux de la société, c'était véritablement excessif. Donc moi je voulais leur redire aujourd'hui la confiance de l'institution judiciaire qui a plaisir à travailler avec l'OFB. Alors ce que je constate au quotidien quand je m'entretiens avec notamment les procureurs de la République, les policiers, les gendarmes, l'OFB elle-même, c'est que on a des doléances. On a des doléances sur le terrain, en zone rurale, et ces doléances sont exprimées tant par les maires que par les présidents des communautés de communes, qui nous disent on est dans une société de plus en plus violente, on est dans une société où on voit de plus en plus d'incivilité, de contraventions, de délits, et on constate qu'il n'y a pas de réponse. J'appelle votre attention sur le terme incivilité qui est utilisé très très souvent, mais qui malheureusement n'est pas utilisé à bon escient, parce que derrière une incivilité, presque toujours, vous avez une infraction. C'est presque toujours une contravention ou un délit. Et ce n'est pas en employant des mots qui sont des mots qui cachent la forêt qu'on va décrire la réalité des comportements. Et donc les maires nous disent, nous, on a des attentes de la part de nos administrés. On a des attentes parce qu'on est confronté à des comportements qui sont inadmissibles. Rappelez-vous qu'un maire a été tué pour une simple histoire de gravats il y a quelques années. Mais nous ne sommes pas en mesure de répondre. Nous ne sommes pas en mesure de répondre parce que la gendarmerie a bien d'autres choses à faire. Elle court contre les délinquants, ceux qui vont faire des cambriolages. Elle court contre ceux qui vont faire des cultures de cannabis indoor ou outdoor, etc., etc. Les gendarmes n'ont plus les moyens de le faire. La police nationale, ça ne l'intéresse pas vraiment. Et l'OFB a tellement de missions que dans un contexte où on diminue le nombre de personnel disponible, où on diminue les budgets, et ben, l'OFB ne peut pas tout faire et on ne peut pas lui demander l'impossible. Proposition de votre part. Et donc la proposition, c'est de dire il existe des agents qui sont des agents déjà formés, qui sont les agents de développement des fédérations des chasseurs. On en a à peu près 200 en France, qu'il y a une véritable complémentarité des missions entre l'OFB et les agents de développement des fédérations, et qu'il y aurait du travail pour tout le monde, parce que nous avons des situations qui sont aberrantes. Songez que lorsqu'un agent de développement va contrôler un chasseur, il ne peut pas relever son identité, il ne peut pas relever ses déclarations s'il ne fait pas de déclaration spontanée, et s'il est dans l'illégalité la plus totale, il n'a pas le droit de saisir son véhicule, si le véhicule a servi à commettre l'infraction, les armes ou l'infraction, ou les armes ou les munitions. Un agent des pêches, par exemple, a plus de pouvoir qu'un agent de développement des fédérations, puisqu'un agent de pêche, lui, pourra saisir les objets litigieux. Donc l'idée, c'est de dire, la compétence existe, la formation existe, l'État cherche à faire des économies. Ces économies, on vous propose de les faire. On a les véhicules, on a les uniformes, on a la formation. Ces agents de développement sont des agents qui sont assermentés, qui travaillent sous l'autorité de l'officier de police judiciaire et du procureur de la République. Pourquoi ne pas faire appel à leurs compétences? Quel gâchis à un moment où on cherche à faire des économies. Donc ça veut dire que ce serait de la police rurale, mais qui dépasserait très largement
le cadre de la chasse, parce qu'effectivement, le boulot que vous faites sur la chasse, ok, donc ça, voilà. Mais Alors, ce serait plutôt ça. Vous allez vous occuper des déchets, vous voyez, de tout ce qu'on a raconté. Alors, sur la chasse, ça serait la chasse sur l'intégralité du département, parce que pour l'instant, ces agents ne peuvent pas intervenir sur l'intégralité du département, parce qu'il y a quand même des règles à respecter selon qu'on est en contrat ou pas avec la fédération. Et puis, effectivement, il y a d'autres choses. Les maires, ils nous parlent de quoi? Ils nous parlent des champignons, ils nous parlent du bois, ils nous parlent des véhicules stationnés à certains endroits où ils ne devraient pas être stationnés. Et effectivement, vous l'avez dit, les déchets, il y a différents matières sur lesquelles il pourrait y avoir une compétence commune, une véritable complémentarité entre les agents de développement et l'OFB. L'idée n'est pas de retirer du travail à l'OFB, mais au contraire de venir en soutien de l'OFB pour les aider. Donc vous êtes des gars très sympas parce que vous voulez effectivement aider l'OFB qui n'a pas assez de moyens. Est-ce qu'on ne serait pas un peu jugé parti quand même dans l'affaire comme ça? Non, mais parce qu'on n'arriverait pas à être... On n'est pas jugé parti dès lors qu'on est commissionné, qu'on est agréé et qu'on travaille sous l'autorité du procureur de la République. D'accord. Ce serait alors le financement, ce serait quoi, les communes? Le financement, ça pourrait être une contractualisation avec les communes qui serait volontaire. Il n'y aurait rien d'obligatoire. Bon. Est-ce que vous êtes au courant que 80% des fédérations de chasse sont pas tellement d'accord avec ça? Moi, j'ai vu passer un truc là. Donc, alors, ça, c'est un chiffre que vous annoncez. Il faudrait l'objectiver. Vous faites une contre-vérité. Il conviendrait de l'objectiver. C'est ça, d'accord. Bah oui, voilà, faut l'objectiver. Non, moi j'avais vu juste effectivement, je vais passer un sondage, mais après, vous avez raison. Bon, on va pas se lancer donc là-dedans. Ok, en tout cas, c'est la proposition que vous faites et en tout cas, elle a été entendue. Jean-Alain Divanac. Et là, il n'y a pas de problème. Nous sommes bien en Bretagne. On rigole pas. On est dans la baie de Douarnenez. Membre du conseil d'administration de la FNSEA. Donc vous-même, vous faites un petit peu de lait, vous faites un petit peu de porc. Voilà, c'est ça, de production et des céréales et des fourrages pour tout ce monde-là. D'accord, ok. Donc, bon, parfait. Alors là, racontez-nous, parce que c'est vrai qu'on sort comme d'une situation extrêmement chaude début 2024. J'ai l'impression que les choses, mais alors, se sont apaisées. Je ne dis pas que c'est une lune de miel avec l'OFB, mais depuis que les élections sont passées, vos élections de Chambre d'agriculture. Ah bon, non. Non, je pense que le déclencheur effectivement de la crise agricole du début de l'année 2024, il y avait effectivement dans certaines régions des problématiques économiques qui étaient mises en avant, et dans d'autres régions c'était surtout une surcharge mentale, psychologique et notamment administrative qui était mise en avant par les agriculteurs, avec une accumulation, une sédimentation depuis quelques décennies peut-être de règles qui s'accumulaient, et rappeler en tant qu'acteur économique on est là aussi sur un métier où l'essentiel des entreprises sont unipersonnelles. Donc ça veut dire que le chef d'entreprise, il est aussi à tous les niveaux responsable au four et au moulin. Et donc cette surcharge administrative, effectivement, il y a deux solutions. Soit on la garde pour soi, soit on la délègue. Et beaucoup de choses sont déléguées aujourd'hui dans les exploitations agricoles. C'est pas forcément bien, puisque effectivement l'agriculteur peut perdre de vue certaines choses aussi, et c'est une charge forcément. Si elle peut être bien faite, tant mieux. Mais je pense que la responsabilité du chef d'entreprise, c'est justement d'avoir la vision globale sur son entreprise, et notamment sur des aspects juridiques et de droit courant, et sur les actes et les opérations de son entreprise au quotidien aussi. Donc début 2024, effectivement, cette accumulation là est effectivement, on parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure, et avec l'OFB notamment, des dossiers effectivement d'agriculteurs qui se plaignaient de contrôles qui se passaient mal. Et je pense qu'avec beaucoup d'explications, on arrive à savoir aussi que souvent c'est un problème de personnes, de relations humaines entre le contrôleur et le contrôlé, la manière dont est abordé le contrôle qui se fait souvent en situation de travail aussi, donc avec un agriculteur qui à ce moment-là a autre chose à penser, sans doute, que effectivement rendre compte, ne sachant pas, ça a été dit plusieurs fois dans la journée aussi, ne sachant pas exactement la conséquence de l'acte ou l'acte et ses conséquences, donc avec toujours cette contrainte de se faire expliquer plus ou moins pédagogiquement et avec plus ou moins de bienveillance par un contrôleur qui est dans une posture de contrôleur, et donc qui ne pense pas à ce moment-là faire de la pédagogie.
Donc c'est ce qui amène à des confrontations de personnes, effectivement, montées en épingle. Et comme ça a été dit dans la journée aussi, l'OFB a été prise comme cible peut-être de certains rassemblements. Pour ce qui concerne la FNSEA, effectivement, dans le cadre des actions agricoles, et ce n'était pas la volonté unique et simple de cibler l'OFB, c'était un emblème aussi de ce rejet des couches administratives et des contraintes administratives que l'on avait. Je ne porte pas la responsabilité d'autres syndicats qui ont peut-être voulu avoir des actions plus brutales et plus violentes à l'égard de l'OFB. Donc à ce niveau-là, je pense qu'un des mots largement évoqués dans la journée, c'est la pédagogie. Je rajoutais la bienveillance dans le contrôle, effectivement, et c'est ce qui peut permettre de détendre forcément des situations complexes, avec de l'explication, avec du temps peut-être consacré pour expliquer. Et quand on rencontre les agents, ils nous disent souvent on a beaucoup de connaissances et on se rend compte que finalement ils n'arrivent pas à la transmettre cette connaissance, ou bien alors ils sont dans un rôle simplement de contrôle qui évacue ce rôle de passeur de connaissances pour l'agriculteur, qui justement après peut mieux comprendre pourquoi telle ou telle action est néfaste, effectivement, non seulement pénalement peut-être ou administrativement, mais aussi néfaste à l'environnement. C'est le premier sujet, effectivement, pour lequel on l'évoque. Donc là, je pense qu'on a eu des lieux et des moments de dialogue. Il y a aussi une nouvelle convention qui va être signée, donc qui reprend différents éléments, et il était difficile de la signer avant les élections chambres. C'est ce qui a expliqué aussi un peu peut-être le décalage. Et notre volonté, c'est effectivement de sortir par le haut, mais d'avoir aussi une administration, et c'est valable pour l'OFB, mais à d'autres niveaux, que ce soit dans les DDPP, les installations classées et autres, une administration qui soit au service des administrés, pour les aider à progresser dans leurs projets et non pas les bloquer peut-être brutalement des fois. Et dans ce sens-là, je rejoins ce qui a été dit par le MEDEF, effectivement, c'est d'avoir plutôt des contrats de progrès ou des choses qui tirent tout le monde vers le haut et qui sèment plutôt pour l'avenir, plutôt que simplement sanctionner des choses qui effectivement ont peut-être été mal faites dans certains cadres. Et là, je pense que je reprends les mots aussi sur la partie récidive. Effectivement, on ne défendra jamais. Ce que l'on demande, c'est que sur une première infraction, effectivement, la pédagogie soit vraiment porteuse de l'évitement de la reproduction déjà, et de la bonne compréhension de la règle par l'agriculteur, qui peut lui aussi être préconisateur vis-à-vis de ses pairs, et grâce à une bonne compréhension. Donc on a droit à un coup d'essai et puis effectivement le faire de la pédagogie. C'est pas le droit. Non, je revendique pas le droit. C'est simplement que ce coup d'essai ou cette première sentence effectivement permettent qu'il n'y ait pas le renouvellement, simplement. D'accord. Non, mais c'est clair. Alors, il ne s'agit pas du tout, dans ce que je vais dire, de nier une seconde la souffrance. C'est aussi un milieu totalement hétérogène. Hein. Le producteur de céréales de l'Eure-et-Loire, effectivement, ou de la Beauce, c'est pas exactement le même cas, effectivement, que quelqu'un qui va faire du pastoralisme en montagne, qui va aussi travailler donc chez vous. Tout ça, vous le savez évidemment. Il y a d'autres règles, lui aussi, oui. Voilà. Non, mais bien sûr, qu'il y a d'autres règles là-dessus. À côté de ça, là où vous avez été très bon, effectivement, c'est en médiatisation, parce que on ne nie pas une seconde ce qui a pu se passer, mais 380 000 exploitations aujourd'hui en France, quand on regarde le nombre effectivement de contrôles qu'il y a eu et après le nombre de PV qui sont tombés, c'est pas peanuts, mais c'est quand même pas grand-chose. Voyez, donc ça a un peu servi, on est d'accord que ça a quand même un peu servi de bouc émissaire, on a un peu chargé la mule. Il y avait nécessité d'avancer sur ce sujet qui n'était pas que le sujet de l'OFB, il y a également les mêmes sujets avec les installations, les contrôles d'installations classées et ainsi de suite. Donc tous les rôles administratifs vis-à-vis de l'agriculture sont concernés. Donc l'OFB est rentré aussi dans les MISA, donc les missions interservices agricoles géré par les préfets. Donc c'est quelque chose qui permet encore là de mettre de l'huile dans les rouages, je vais dire, puisque on a un objectif d'avoir un contrôle unique. Le mot est grand et c'est pas un objectif non plus d'avoir un contrôle par exploitation et par an, mais que l'agriculteur sache qu'une fois qu'il a été contrôlé, effectivement, il n'y a pas l'administration d'à côté qui va repasser 2 semaines plus tard pour peut-être demander les mêmes pièces et prendre du temps aussi à l'agriculteur. Puis rappeler que des contrôles
contrôle, c'est souvent une demi-journée consacrée par l'agriculteur. Un agriculteur qui souvent se retrouve seul avec devant 2 agents aussi. Donc là, déséquilibre, pression psychologique aussi, ce sont des facteurs humains importants. Et la volonté de bien faire, effectivement, qui passe par la compréhension. Et sur la biodiversité aussi, les agriculteurs ne sont pas arrêtés à la biodiversité. Mais je prends juste un exemple de contradiction que vivent les agriculteurs. Dans ma région, par exemple, il y a le chouca des tours, qui est une espèce protégée et qui cause des dégâts dans de nombreuses cultures, légumières, céréales et autres. Et on a des demandes d'autorisation de tir pour réguler la population qui sont contrebattues tous les ans par des organisations de protection des animaux. Et effectivement, là, on ne comprend pas effectivement pourquoi protéger une espèce qui nuit à la biodiversité locale, puisque toutes les espèces endémiques sont victimes. Et je vois autour de mes bâtiments d'exploitation, moi, un troupeau de 200 ou 300 choucas, à part quelques pigeons, il ne reste plus rien. Donc la biodiversité, effectivement, c'est de garder toutes les espèces, mais peut-être d'adapter des règles aussi et la protection de cet oiseau-là, effectivement, dans notre région. Au moins, je ne dis pas pour la France entière, mais c'est des choses que les agriculteurs prennent de plein fouet et des incompréhensions qui font que le risque est lié à ces incompréhensions-là, c'est ras-le-bol de toutes ces règles-là. Et effectivement, on arrive peut-être à des comportements qui ne sont pas souhaitables. D'accord, effectivement, le chouca, notre corvidé, il fait quand même pas le détail. C'est comme le cormoran aussi, qui est un véritable problème. Non, mais c'est une réalité. Moi, je le nie pas. Il est formidable quand il fait sécher ses ailes en les ouvrant merveilleusement. Mais et donc, Hamid, oui, voilà, ça nous fait une très bonne liaison avec Hamid Moussa, directeur général de la Fédération des cormorans, de pêche. Ça, j'ai fait une coquille, c'est dingue. Et donc, alors aujourd'hui, 1 400 000 pêcheurs, c'est ça aujourd'hui. Remettez-nous juste à niveau le nombre de fédérations. Oui, c'est une activité très populaire, oui. Très appréciée par les Français. Oui. Un sondage Louis Harris de l'année dernière nous faisait observer que 86% des Français appréciaient très singulièrement cette activité, pratiquée par effectivement 1,4 million de pêcheurs. Un rêve pour les chasseurs d'adhésion. C'est pour le... On n'est pas en compétition, mais on en retrouve quelques-uns chez eux. Vous avez un hameçon, ils ont une arme à feu, c'est pas pareil. Donc, bon. 94 fédérations départementales, 2 fédérations ultramarines, une à La Réunion, une à Saint-Pierre-et-Miquelon. Un réservoir de biodiversité tout à fait exceptionnel, comme ça a été souligné tout à l'heure. Et surtout... une conviction forte qui ne s'estompe pas avec le temps, c'est que l'eau est sacrée. L'eau, on en a besoin. Alors, c'est un truisme, mais je voulais le rappeler quand même. Je suis un acteur de l'eau, voilà, l'environnement en général. Je le laisserai à mon collègue à gauche. Moi, j'interviens sur une thématique plutôt liée à l'eau. Une très belle politique, tout le monde l'a dit ce matin, en particulier l'ancienne ministre Corinne Lepage, une des politiques les plus réglementées, effectivement. Une chance depuis 1964 d'avoir aussi... donc. Alors, c'est une jolie chance, c'est vrai. Mais après, il faut passer des textes à la réalité, il faut passer des textes à l'application. 64, je dirais, et j'en profite pour faire un petit peu de promo pour notre activité, une très belle loi qui a été votée à l'unanimité par le Parlement en 84, la loi pêche, qui a été l'un des tout premiers instruments écologiques des rivières, une dimension écosystémique plutôt que simplement une vision, comment je peux dire, quantitative et de circulation de l'eau. Donc je voulais en profiter pour faire la promotion de ce texte, comme quoi on est capable de produire de la norme à l'unanimité aussi et capable de l'appliquer ensuite. Malheureusement quand même, depuis à peu près 2006 maintenant, cette politique subit des coups de canif assez sérieux, très sérieux. 2006, c'est une séquence exceptionnelle pour nous. On se réveille avec une très belle directive cadre sur l'eau qui nous dit on se mobilise tous pour qu'en 2015, on atteigne le bon état écologique. On était tous bien remontés, bien dynamiques, bien jeunes aussi. Et on y a cru. On a mobilisé des moyens étatiques, associatifs, collectivités, l'administration. On a porté des combats lourds. Continuité écologique, gestion quantitative, etc. Et j'en passe, et des meilleurs. Et ce que l'on constate
après ces jolis compromis. Et je voudrais insister sur ces jolis compromis, parce qu'on a vu cette navette parlementaire, Sénat, etc., se faire d'une manière vraiment exceptionnelle. Alors, M. Confin disait tout à l'heure, ça manque de lieux de négo. Non, ça ne manque pas de lieux de négo. Les lieux, ils existent. Les lieux, ils sont là. Et belle maison. On négocie ici. On a fait un nombre incalculable d'auditions à l'époque. Au Sénat, à l'Assemblée, les comités de bassin ont fait un excellent boulot. La préfiguration de l'ONEMA à l'époque. Bref, on a fait un travail remarquable. On peut citer les clés aussi, les commissions locales de l'eau, qui sont d'ailleurs un peu piétinées, mais bon, ça c'est autre chose. Mais... Et il n'y en a pas partout. C'est surtout ça, à mon avis, le souci. Donc on a fait un travail très sérieux. On a abouti à des compromis, monde agricole, continuité avec les moulins, etc. On a abouti à des compromis vraiment essentiels, y compris sur la partie financière. Abouti à des compromis essentiels. Et depuis lors, mais alors depuis lors, le sentiment que l'on vit des reculades permanentes, régulières, répétées, par touches successives. Et ça, c'est la chose la plus dangereuse. Et on va le payer plein pot parce que de toute façon, l'eau devient l'obsession de nos sociétés. On le sait dans le monde agricole, on le sait au MEDEF, on le sait partout. Mais ça va être ça. Et donc aujourd'hui, on est à peu près à 44% de mémoire, comme on dit, de masse d'eau en bon état. Bon, masse d'eau, ça vous parle. Enfin, vous dites aux gens de masse d'eau, ils ne savent pas. Là-dessus. La part historique, moi je reviens effectivement quand même sur notre police de pêche, mais c'était intéressant, bien sûr, d'expliquer un peu tout ça, Hamid. Le côté historique, l'histoire de la relation donc, des pêcheurs et de la police qui était quoi? Police de la pêche, ça? C'est une relation singulière. Une parenté historique entre les pêcheurs et l'actuel OFB, mais avant lui, l'AFB et l'ONEMA. Les pêcheurs ont très vite senti qu'il fallait s'organiser sur deux thèmes. La police, pour lutter contre le braconnage, etc., et les gens qui pêchent sont permis, sont carte. Et deuxièmement, la volonté de centraliser l'argent public du pêcheur, puisque vous savez que le pêcheur est l'un de ces rares citoyens à non seulement payer sa facture d'eau, mais en plus à s'acquitter d'une redevance pour exercer son activité de loisir. Donc dès les années 40, le monde associatif s'organisait très rapidement. L'État comprend le besoin qu'il a de récupérer cette activité en son nom. C'est comme ça que l'on crée dans les années postérieures le Conseil supérieur de la pêche et qu'on en fait un établissement public de l'État. Je voudrais, si tu permets, Denis, dire un mot sur les suggestions de mon collègue que je partage de la chasse sur les gardes-pêche particuliers. Bon, la tendance de l'exercice de la police de la pêche, tout le monde le connaît. Nous, c'est une police qui est devenue orpheline parce que l'OFB fait nécessairement beaucoup moins de police de la pêche qu'elle n'en faisait il y a quelques années en arrière. Elle s'est concentrée sur les missions essentielles principales. Nous, parallèlement, on a développé, comme les collègues de la chasse, une garderie particulière. On en a entre 4 et 6 000 qui sont bénévoles et qui exercent cette activité après avoir passé une vingtaine d'heures de formation et surtout avoir été commissionné par nos fédérations et obtenu l'agrément du préfet et bien entendu l'assentiment du procureur. 4 000 à 6 000 gardes, ça ne suffit pas pour couvrir malheureusement l'étendue de notre territoire qui est relativement vaste. Voilà. Je pense qu'il y a là, on a déjà entrepris ce travail avec la justice, avec l'intérieur, il y a là un sujet de réflexion pour ramener nos gardes-pêche, nos agents de développement vers des prérogatives un tout petit peu plus simplifiées si on veut véritablement couvrir chacun des cours d'eau et surtout faire remonter un maximum d'informations. Et parmi les 4000, il y a, moi je ne me rends pas compte de la pyramide des âges, bon, on la connaît dans le domaine agricole, mais chez vous, il y a plein de jeunes, moyens, plus. Parmi les pêcheurs ou les gardes? Alors, gardes. Alors, parmi les gardes, compte tenu de l'obligation de mettre en place une formation depuis les années 2006, il faut admettre qu'il y a eu un rajeunissement de l'effectif. Parce que, voilà, 18 heures de formation en droit pénal et en procédure pénale, pour l'avoir fait, il faut quand même avoir envie d'écouter la personne qui intervient. Ouais. Donc, malheureusement, ça a écarté quelques personnes. Et puis, c'est une activité qui demande quand même un petit peu d'endurance physique, etc. Et c'est important Donc, ça a rajeuni, si vous voulez, les gardes de pêche. Donc, on a une moyenne d'âge, à mon avis, qui doit se situer aux alentours de la soixantaine. Et
Quant à nos pêcheurs, c'est une parfaite représentation de la pyramide des âges suivant l'INSEE. C'est jeune, 60 contrairement ans. à ce que l'on peut penser. On peut même faire des animations au Sénat à cet âge-là, il n'y a pas de problème. Les recommandations et les attentes, que l'eau devienne une chose publique, ça, c'est un gros truc hein, chez vous. Donc... Alors, on ne l'exprime pas tout à fait comme ça. Pour nous, l'urgence, elle est double. Elle est d'abord institutionnelle. On revendique depuis 2 ans maintenant la désignation d'un ministre chargé de la police de l'eau, de la politique de l'eau. Pardonnez-moi, je suis resté sur le sujet police. On est sur la politique de l'eau. C'est une politique qui est vraiment à la confluence de tout un tas de thématiques, la santé, l'urbain, les loisirs, l'économique, etc. Il nous faut un ministre de l'eau. Ça, c'est une vraie... Enfin, je sais qu'elle ne fait pas l'unanimité, mais on va continuer à rabâcher, à répéter. C'est important. Et deuxièmement, ce que l'on revendique d'essentiel, c'est que l'on arrête ces coups de canif successifs et surtout catégoriels. Et que, une bonne fois pour toutes, on se mette autour d'une table pour refaire une grande loi sur l'eau 20 ans après. Alors là aussi, je sais que ça ne fait pas l'unanimité, y compris à l'égard des partenaires que je fréquente au sein du Comité national de l'eau. Mais voilà, on préfère, nous, une bonne fois pour toutes, poser les bonnes questions dans cette enceinte, parce que dans cette enceinte, il se fait beaucoup de débats, et des fois sont nous, malheureusement. À l'Assemblée, pareil, on préférait une bonne fois pour toutes rediscuter une loi sur l'eau, avec les nouvelles connaissances qui sont les nôtres, notamment, vous connaissez tous les chiffres, 10 à 40% de baisse des débits. Donc, alors soit c'est la nature qui s'adapte, soit c'est nous. Ça va être ça les chiffres. Il y a 2 jours, j'étais avec le conseil départemental du Gard, qui se pose évidemment quand même pas mal de questions, comme d'autres départements. On était sur eau et climat. Et donc, comment vivre dans un climat semi-aride ? Donc, on se pose la question. Évidemment que les Pyrénées-Orientales, avec 240 mm pendant 3 ans, ils ont été un laboratoire malheureux de ce problème-là. Le département de l'Aude, c'est pas triste non plus. Le Gard, donc, également. Et donc, ça va être ça, effectivement. Alors, à la fois entre la quantité, donc on va dire l'étiage, et aussi la qualité, parce que la qualité a été quand même négligée pendant un certain temps. On était beaucoup sur la quantité. Évidemment que c'est la potabilité qui va compter pour un préfet, donc en numéro 1, ou une préfète en numéro 1. Bon, ça va être ça. Mais la réalité, c'est qu'on est effectivement sur des baisses entre -20, -40, et que vous avez certains petits cours d'eau, comme dans les Alpes de Haute-Provence, qui vont être simplement recevoir du liquide de la station d'épuration. Donc là, vous ne parlez pas de réutilisation de l'eau, de reuse, etc. et de tout ça. Donc ça va quand même être ça. Antoine Gattet, donc une police de l'eau donc à la croisée des chemins. Là aussi, on est donc dans les attentes. Vous êtes donc le président de France Nature Environnement. 6300 associations quand même au total. Hein. Donc voilà, avec différentes associations directes, indirectes. Ça fait combien de personnes? On dépasse le million. Oui, c'est ça, on dépasse le million. Pour vous, donc, quelles seraient donc les pistes d'amélioration? Là, vous pouvez réagir, puis après, vous pouvez réagir entre vous. Hein. Moi, il n'y aura pas de souci, parce que je ne pense pas que vous soyez totalement d'accord sur tout, mais qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui? Vous avez entendu beaucoup de choses, on a parlé de la création des pôles régionaux environnementaux, etc. Mais sur la police de l'eau, quelle serait un petit peu... Pas la police de l'eau, vous voyez? Bien. Sur la police de l'environnement, quelles seraient un petit peu les pistes que vous attendriez aujourd'hui? Merci Denis, bonjour à toutes et tous. Je vais réagir, mais plutôt sur la table ronde d'avant, si tu le permets. Je t'en prie. Parce que en tant que juriste en droit de l'environnement, enseignant-chercheur et avocat pendant 25 ans sur des dossiers environnementaux sur le territoire, j'ai été un peu surpris par certains discours. Alors déjà, le droit de l'environnement, il n'a pas 10 ans, il en a plutôt 50 pour le coup, sinon on ne serait pas ici plusieurs à avoir fait des études en droit de l'environnement. Et quel est son objectif? C'est quand même important de le rappeler. Enfin, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On disait qu'il y avait une accélération depuis une dizaine d'années. Alors, il y a effectivement une accélération de la régulation du droit de l'environnement depuis une dizaine d'années, c'est tout à fait vrai. Pas pareil. Mais de quoi on est en train de parler? On est en train de parler de la construction d'un monde vivable. On n'est pas en train de parler d'autre chose. On n'est pas en train de parler de est-ce qu'on a envie d'entendre un peu plus de rouge-gorge le matin en se levant. On est en train de parler, tu l'as très bien dit, sur la question de l'eau, avec des baisses jusqu'à 40% d'eau disponible. C'est pas pour d'ici 2050, hein, c'est dans les 20 ans au pire.
on parle d'un monde vivable. Face à ça, on a des principes constitutionnels, notamment le principe de prévention des atteintes à l'environnement. Donc nous, en tant que société civile organisée, c'est-à-dire on a aussi un principe, Rémi l'a bien rappelé, et merci en passant à Rémi et à Léo qui ont fait un super boulot, parce qu'on peut parler de tous ces sujets-là, mais il faut en parler sur la base de données chiffrées et de données réelles, et éviter les discours un peu qui partent dans tous les sens sans aucune base particulièrement chiffrée. Donc merci pour ces chiffres-là. Le principe de prévention, il impose, a priori quand ça marche, on a des dégradations de l'environnement qui diminuent. Enfin, je ne sais pas, nous on fait l'évaluation aujourd'hui, où on en est sur les espèces protégées, déclin, où on en est sur la qualité de l'eau, déclin, où on en est sur les habitats naturels, la directive Habitat, on n'y arrive pas, où on en est sur les zones humides, on continue à régresser. Enfin, je peux faire la liste, je pense que vous avez compris l'idée. Quand on fait le bilan on est très bon sur les sangliers, c'est pas nos amis chasseurs qui vont dire le contraire. Hein. Quand on fait le bilan de la mise en œuvre des politiques environnementales, on n'est pas bon. Et un des piliers de la mise en œuvre de politiques environnementales, c'est la police administrative et la police judiciaire. C'est-à-dire c'est la police de l'environnement. Ce qui fait l'effectivité du droit de l'environnement, sa crédibilité au niveau de ces politiques-là, c'est la police. Et cette police environnementale, elle est très particulière parce que c'est d'abord une police administrative. Dans 80% des cas, on ne va pas se le cacher non plus, la police judiciaire, elle intervient au soutien de la police administrative. Quand la police administrative n'y arrive pas ou quand la police administrative ne fait pas son boulot, et malheureusement ça existe beaucoup, c'est la police judiciaire qui vient en relais. Donc quand on prend une petite expérience de 25 ans qu'on a, nous, enfin une expérience de 50 ans parce qu'on a aussi participé à la construction de ces politiques environnementales, mais comme d'autres acteurs, le bilan, c'est quand même que la circulaire de 2005 sur la politique pénale, qui a suivi une circulaire de 2015 sur la politique pénale, le rapport IGEDD-IGJ de 2019 sur les polices de l'environnement, le rapport Molins de 2022 sur le droit pénal de l'environnement, qu'est-ce qu'ils nous disent tous? Ils nous disent tous la même chose, en fait, et depuis très longtemps. Ils nous disent quoi? Ils nous disent il n'y a pas assez de moyens pour la police de l'environnement, il n'y a pas assez de crédibilité politique portée par les responsables politiques sur le rôle de la police de l'environnement. Et il n'y a pas une police de l'environnement, notamment judiciaire, suffisamment dissuasive pour faire en sorte qu'on puisse mettre en œuvre les politiques environnementales. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate aussi depuis effectivement les 10 dernières années? C'est qu'en plus, la police de l'environnement aujourd'hui, elle s'applique à qui? Elle s'applique de plus en plus uniquement aux très gros. C'est-à-dire qu'on a fait sortir, on a 47 modifications de la nomenclature ICPE dans les 15 dernières années. On a fait progressivement sortir plein d'activités polluantes, plein d'activités dangereuses pour l'environnement, du contrôle et de la sanction environnementale. Donc aujourd'hui, la police de l'environnement, elle s'applique à qui? Et elle va chercher qui? Uniquement les plus grosses activités, les plus dangereuses et les plus polluantes. On en est quand même là aujourd'hui. C'est quand même important de rappeler ces éléments-là. Et moi, je voudrais redire mon soutien et le soutien de France Nature Environnement parce que ça a été dit plusieurs fois. Moi, quand j'ai entendu le discours du Premier ministre, j'ai immédiatement réagi en disant que le Premier ministre avait fait une faute politique. S'il y a une faute quelque part ici, ce n'est pas la faute des agents de l'OFB, c'est la faute politique du Premier ministre de ne pas être en soutien de services publics de l'environnement, des politiques environnementales en général et de la police en particulier. Ça, c'est fait, c'est bon. Non, mais bien sûr. Alors, le rôle des associations environnementales. Alors, tu as cité l'article de la Charte de l'environnement qui dit prévention des atteintes à l'environnement. Il y a un article, tu as cité aussi celui qui dit il est du devoir de chacun de participer à la protection de l'environnement. Comment on fait pour participer à la protection de l'environnement, en particulier dans les associations environnementales? Tu l'as dit, on est 6000 associations partout en France et en Outre-mer, enfin en France hexagonale et en Outre-mer. Et dans nos associations, on fait quoi? On fait de la connaissance de la nature, très en lien avec l'OFB. On fait de l'éducation à l'environnement, on fait de la participation aux décisions publiques et on fait aussi de l'accès à la justice. C'est-à-dire qu'une des parts et une des sources de saisine de la justice et de défense de l'état de droit en matière d'environnement, c'est quand même largement les associations environnementales. On a, à nous, à FNE, entre 150 et 450 dossiers contentieux par an. En matière pénale, on a un taux de réussite de 91% de nos contentieux. On a 100% de réussite en matière civile. Ça prouve bien qu'il y a quand même des sujets et qu'il y a des dossiers. Et on défend aussi la nature. Parce que moi, je vous le dis, on est entre nous, donc on peut dire des choses. J'en ai un peu marre de ce discours global sur le droit de la nature. Le droit de la nature, il existe. C'est bien qu'on se le redise. Le droit de la protection de la nature existe. Le droit des espèces existe. Le Code de l'environnement a désigné des collectivités, des PNR, des parcs naturels et les associations environnementales pour représenter l'intérêt collectif de la protection de l'environnement. Et on joue ce rôle-là, nous, sur les territoires, en lien très, très étroit
avec l'OFB, et c'est normal, avec les procureurs de la République et avec les parquets dans le cadre de conventions, et en particulier on fait aujourd'hui les stages de citoyenneté auprès des parquets, et on est, en tant que société civile, un acteur de cette protection de la nature. Et ce que je remarque malheureusement, c'est qu'on est de plus en plus obligé de se justifier nous aussi. C'est-à-dire, on l'a dit tout à l'heure, l'OFB et les agents sont obligés de se justifier, d'être armés, de faire de la police de l'environnement. Et bien nous, on nous demande aussi de nous justifier, de travailler avec l'OFB, alors qu'on devrait au contraire avoir une politique étatique qui reconnaît la place des associations et des parties civiles en particulier pour la défense de la nature. Est-ce qu'on n'a pas de temps en temps, Antoine, donc je dirais un jeu d'acteurs entre l'État et le monde associatif? Je suis préfet, enfin pas encore, donc je suis là évidemment pour être garant de la paix sociale, pour créer de l'emploi, pour créer de l'économie. Et aussi pour que les élus de mon territoire soient globalement assez contents. Bon, ça c'est un rôle assez classique. Puis on me demande parfois de faire l'inverse, mais je n'ai pas forcément été formé à l'écologie. Donc je vais autoriser quelque chose. Ok, je l'autorise. Et puis après, c'est la responsabilité des associations, on va dire, de faire annuler tel ou tel projet. C'est pour ça que je parlais un peu de jeu d'acteurs. Est-ce que vous le... Mais la question que tu poses, c'est une bonne question parce que c'est la question de l'articulation entre police administrative et police judiciaire, pour le coup. Et c'est vrai que la police administrative, aujourd'hui, est entre les mains du préfet qui a des compétences un peu contradictoires et qui renvoie largement la mise en œuvre de ses décisions ou le contrôle de ses décisions à quelqu'un d'autre qu'à lui-même. Les rapports l'ont bien montré, hein, que ce soit faute de moyens ou de volonté politique, on encadre des activités notamment par des arrêtés préfectoraux, mais après on ne les contrôle pas. Et quand on les contrôle, on est sur des politiques et des logiques de régularisation, jamais sur des politiques de sanctions, donc on n'a jamais le volet dissuasif qui apparaît. On l'a vu sur beaucoup d'industriels qui vont... On le sait, hein, parce qu'on a des lanceurs d'alerte qui nous préviennent de ça, qui nous disent, voilà, dans telle boîte, on sait qu'on ne respecte pas, ils le savent parfaitement, telle réglementation de l'arrêté. On sait que si on est contrôlé, ça va nous coûter tant. Et on a provisionné la somme pour pouvoir la payer si jamais on est contrôlé, sachant que le risque qu'on soit contrôlé est faible, le risque qu'on soit mis en demeure de le faire est faible, le risque qu'on ait une sanction administrative si on ne le fait pas est faible, et le risque qu'on ait en plus potentiellement de la police administrative ou une sanction pénale est faible. Donc on prend le risque sans problème, et puis au pire, si on est sanctionné, on aura les sous pour le faire. Et donc on est là sur un vrai problème de côté dissuasion. Ce qu'on demande, nous, depuis longtemps, c'est qu'on ait une réforme en profondeur des mécanismes de police administrative, mais l'inspection générale de la justice l'a demandé aussi, pour faire en sorte que le contrôle et la sanction administrative ne soient pas entre les mains du préfet, mais soit entre les mains d'une autorité administrative beaucoup plus indépendante, qui puisse jouer ce rôle-là en toute indépendance et en lien avec l'OFB. Alors on rêve, hein, en ce moment, mais on continue à le demander quand même. Non, mais c'est le rêve, parfois c'est une utopie qui n'a pas encore été réalisée, c'est ça, donc on peut le prendre comme ça. Non, mais c'est tout évidemment que c'est intéressant. Voilà, là on est vraiment sur une table où chacun donc apporte et avec les attentes par rapport donc à la police. Est-ce que vous souhaitez rajouter? Moi, j'ai pas eu envie de vous frustrer. Alors je sais qu'on est tous en fin d'après-midi, que vous avez été super hein, de rester là aussi. Est-ce que vous souhaitez? Oui, bah, je vous en prie. Donc alors non, je t'en prie, vas-y. Non, juste redire effectivement. On demande à ce qu'il y ait des proportions aussi dans les choses et sur les dossiers environnementaux et l'agriculture notamment. On voit avec des demandes par exemple d'avoir des seuils d'élevage considérés en installation classée qui soient les mêmes que nos pays, nos compétiteurs européens. On est sur un marché européen au minimum, voire mondial sur le nombre de nos produits. On ne peut pas non plus avoir des règles qui soient en décalage flagrant, je dis, de nos compétiteurs. Donc effectivement, ces demandes-là, elles sont légitimes. Elles n'exonèrent pas les pétitionnaires pour autant de répondre à un certain nombre de règles et d'être contrôlés aussi, dûment contrôlés par les autorités administratives. Parce qu'on a évoqué, je change de sujet, mais pour revenir sur les débats sur les haies qui ont été largement évoqués ce matin aussi, on dénombrait les quelques 14 règles qui s'appliquaient à un possesseur de haies. Je reconnais que c'est entre l'urbanisme, le rural
et l'environnemental. Donc on a des chantiers en cours où on espère que l'on va pouvoir aboutir aussi sur une gestion intelligente des haies. Certes, par de la compensation, ça ne nous va pas, puisque dans certains secteurs de ce pays, quand même, on a des densités extrêmes nombreuses qui n'ont pas, qui de par cette densité n'ont pas un rôle environnemental fondamental. On pourrait le descendre et le compenser autrement peut-être, mais aussi avec cette nécessité de faire comprendre aux agriculteurs qu'il y a un intérêt, mais qu'ils aient aussi une rentabilité économique dans la gestion des haies, puisque c'est effectivement un bien commun chez un particulier, et un particulier qui en supporte la charge. Des petits bénéfices aussi sans doute, mais peut-être que des petits bénéfices. Et effectivement, avec des agriculteurs qui sont contraints par les différents marchés, cette logique-là d'effort environnemental, d'effort pour le commun, d'effort pour l'environnement, est parfois mal compris, et il demande encore de la pédagogie. Donc on est heureux quand même d'avoir entendu ce matin aussi parler des 10 000 kilomètres simplement qui est détruit, hélas, dans notre pays, je dis. Mais bon, on a eu aussi ce verbatim des 23 500 par an, et à notre niveau, au moins FNSEA, on a toujours mis des doutes sur ces chiffres-là, et on est content de voir effectivement un réel observatoire des haies se mettre en place, de façon à ce que l'on parle sur du factuel, sur des chiffres, avec des données qui soient sourcées et qui permettent à chacun de prendre ses responsabilités et aux agriculteurs d'assumer les leurs. Très bien. Non, mais merci Jean, là, effectivement, et merci à l'IGN, parce que là, effectivement, on avait des facteurs objectifs. Moi, j'étais resté où j'étais sur les 20 000 de toute façon, et voilà. Donc, on va réviser ça, de même que j'ai appris par François Sarano, pour parler des océans. Très souvent, on disait qu'il y avait 100 millions de requins qui étaient tués tous les ans. Bon, il m'a dit, non, en fait, on en est quand même à 45 millions. Bon, à côté de ça, vous avez 5 morts. Le combat est assez inégal, parce que vous avez 5 personnes qui sont bouffées par des requins. C'est 5 de trop. Et puis, amis de la Réunion. Et puis en face, il y a 45 millions. Bon, donc effectivement, faisons attention aux chiffres les uns les autres, et nous aussi donc dans les médias. Alors, Hamid, voilà. Très brièvement, parce que je m'en voudrais de ne pas le faire, même si on l'a déjà exprimé à de nombreuses reprises, mais les épisodes là qu'on vient de vivre avec les attaques et les intimidations de l'OFB, je voudrais en dire un mot, on l'a déjà fait, mais on va le refaire encore ce week-end à l'occasion de notre congrès, mais dire que c'était vraiment intolérable. On a aussi été touchés, nos fédérations ont été également touchées, je sais que les collègues de FNE ont également été touchés, et vraiment dire que ce sont des actes qui n'ont pas leur place. La souffrance est certainement réelle. La situation économique de certains agriculteurs est certainement désespérée, assurément. La concurrence internationale est certainement rude. Mais pour nous, voilà, avec les collègues de l'OFB, on leur renouvelle toute notre amitié pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, mais plus globalement parce qu'on les côtoie sur le terrain. On sait d'où ils viennent, on connaît leurs convictions. On connaît leur militantisme, c'est vrai, pour des rivières qui soient de belle qualité. C'est une évidence, elles sont touchées tous les jours, abîmées tous les jours. Donc, j'ai envie de dire, voilà, ces actes étaient singulièrement déplacés et sont tout simplement intolérables. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Olivier, Frédéric, vous souhaitez rajouter quelque chose, et puis après on va... Moi, je m'inscris dans la continuité de ce qui a été dit, effectivement. C'est-à-dire qu'on est également, nous, en soutien de l'OFB, hein, ils le savent. Le MEDEF est membre du conseil d'administration de l'OFB. Donc, on est en plein soutien, effectivement, par rapport à la situation. Il y a des choses qui sont à travailler ensemble. Hein. On a engagé un dialogue en bilatéral déjà avec eux. Donc, nous, on est prêts après à poursuivre, bien sûr, ce dialogue, ce travail, et à diffuser après les bonnes pratiques et tout ce qui peut améliorer la situation et favoriser le dialogue. Je réagis peut-être sur les propos d'Antoine, parce que il a évoqué une autorité indépendante pour les pouvoirs de police. Ça mériterait d'être étudié, d'être approfondi peut-être. Je ne partage pas forcément cette vision-là. Si je me prenais à rêver, ça serait de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était effectivement plutôt pouvoir associer les agents en charge du contrôle à l'élaboration des normes. C'est-à-dire que dès le départ, ils aient une vraie compréhension de ce qu'ils vont être amenés à contrôler ultérieurement. Pour l'instant,
On n'en est pas encore là. Ils ont la chance, ces agents de police de l'environnement, d'être au sein d'un organisme général, l'OFB, où ils peuvent échanger avec leurs collègues. Et je pense que cet échange-là, à l'intérieur de l'OFB, il doit être encore renforcé pour qu'il y ait une meilleure compréhension des enjeux. Et des enjeux de terrain et des acteurs économiques notamment. Voilà. Souhaitez-vous... Allez, on vous passe... Je t'en prie Antoine, vas-y, pendant que le micro circule. Juste redire que, parce qu'on ne l'a pas dit, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que en fait, pour que ça fonctionne, tout ça, il faut qu'il y ait une adéquation entre police et justice. Et sur la justice en matière d'environnement, notamment la justice pénale, on a fait quelques progrès, notamment suite au rapport IGEDD, IGJ, là, auquel nous on a beaucoup participé, beaucoup contribué à France Nature Environnement sur la base de notre expérience. On a mis en place les pôles régionaux environnement, ça a été dit. On a sur certains parquets des audiences spécialisées environnement, ça c'est super bien. Parce qu'au lieu d'avoir un dossier de destruction d'espèces protégées au milieu de trafic de drogue, de violence conjugale, tout ça, on prend une journée, on prend tous les dossiers environnement, les magistrats se forment et les magistrates, et donc on est ensemble et ça construit, c'est parfait. Par contre, on n'a pas pour autant modifié les moyens donnés à la justice et judiciaire sur ces dossiers-là. Et que tant qu'on n'aura pas les moyens au bon niveau sur la justice judiciaire, au niveau de la justice, eh ben, on n'aura pas le soutien correct des agents, et on aura toujours des agents qui font des PV, qui passent du temps sur des dossiers qui sont choisis, qui font l'objet préalablement de discussions avec les services préfectoraux dans le cadre des Misaines, des Colden et tout ça, et qui ne peuvent pas aboutir parce qu'on n'a pas les moyens, et qui aboutissent avec des procédures que nous, on critique beaucoup, de composition pénale, de médiation pénale, même CGIP aujourd'hui, qui est une véritable catastrophe de notre point de vue, parce que des grosses entreprises vont se payer à peu de frais, qui vont payer pour éviter d'avoir une médiatisation du fait qu'ils n'ont pas respecté les règles pendant longtemps. Donc il y a un gros point, un gros secret ici sur la justice, et dans la justice, la reconnaissance de la place, de la légitimité des parties civiles, et de donner aussi les moyens aux parties civiles. Et les parties civiles aujourd'hui, la nature ne peut pas se défendre toute seule, c'est très largement les associations environnementales, mais aussi les parquets réserves, c'est-à-dire les gestionnaires d'espaces naturels. Merci Antoine, je vous en prie. Écoutez, je ne regrette pas d'avoir demandé le micro, puisque je suis magistrat donc, de carrière, Mathieu Saunier. Je suis conseiller justice au sein du CESAN, donc le commandement pour l'environnement et la santé de la gendarmerie nationale, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Donc je voulais justement apporter peut-être un discours un petit peu plus positif sur l'action des pouvoirs publics en matière de lutte contre les atteintes à l'environnement. Alors sous mes doubles casquettes, celle de magistrat. Et donc pour d'abord rebondir sur les propos de M. Gattet, effectivement, merci d'avoir rappelé qu'on avait quand même fait pas mal d'efforts sur ce sujet. Le législateur, évidemment, a créé des pôles régionaux environnementaux auxquels il n'a pas donné peut-être tous les moyens qu'il mérite, mais la justice dans son ensemble collectivement a quand même fait sa mue, me semble-t-il, en matière de lutte contre les atteintes à l'environnement. L'École nationale de la magistrature forme, délivre des formations spécialisées aux magistrats en formation continue en matière environnementale. Elle forme une centaine de magistrats par an à différents niveaux de formation, dont une bonne partie sont des magistrats qui exercent au sein des fameux pôles régionaux d'environnement. Les pôles régionaux environnementaux ont bénéficié en grande partie de renforts, non pas de magistrats, c'est exact, mais d'assistants spécialisés ou de juristes assistants. Donc en matière environnementale, c'est bien entendu tout à fait insuffisant. On est en phase de décollage, mais on ne peut pas dire qu'on n'ait absolument eu aucun renfort ni bénéfice. Et d'ailleurs, ça se voit, les pôles régionaux qui ont bénéficié de ces renforts de personnel et qui ont par ailleurs eu une politique pénale volontariste, ont fait remonter des dossiers, ont existé, ont eu des résultats. Je pense au PRE de Bayonne, au PRE d'Annecy. Enfin, il y a pas mal de pôles qui émergent et qui donnent un peu l'exemple aux autres juridictions de ce qu'on peut faire quand on adopte une politique pénale donc assez volontariste, y compris à moyen constant ou à moyen peu renforcé, mais on peut faire quelque chose. Et notamment, on travaille beaucoup avec les associations comme FNE, la LPO, etc., qui sont pour nous des pourvoyeurs de procédures, des lanceurs d'alerte, bien entendu. Pour ce qui concerne la gendarmerie, du coup, qui est ma maison actuelle, là aussi, un gros effort quand même de monter en puissance. Le commandement pour l'environnement et la santé auquel j'appartiens a formé à ce jour un peu plus de 4000 enquêteurs environnement qui sont disséminés dans toutes les unités de gendarmerie, dans certaines unités spécialisées, dans les unités de recherche également. Ce qui fait qu'en principe, à ce jour, il y a au moins un gendarme enquêteur environnement
dans chaque unité. Donc, ce qui permet aussi quand même de combler peut-être le vide laissé par d'autres polices de l'environnement pour différentes raisons. Par exemple, j'en discutais avec Maître Mabille qui est parti, c'est dommage, mais qui me disait, à une époque, moi je déposais plainte, je demandais à l'OFB d'intervenir sur tel ou tel sujet, mais eux, ils ne pouvaient pas bouger parce que c'est une exploitation agricole. Et les seuls qui ont bougé, c'est les gendarmes. Voilà, c'est pour vous donner un exemple très concret. Et les gendarmes, effectivement, ne peuvent pas courir après tout le monde, c'est évident, ni la justice d'ailleurs. Mais ils se sont emparés du sujet, ils traitent des procédures et ils traitent des procédures de tous les spectres de la délinquance environnementale, que ce soit le simple dépôt sauvage de déchets, en passant par la pollution du cours d'eau, jusqu'à la criminalité organisée environnementale, puisque la gendarmerie aussi dispose d'un office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et la santé publique, avec 120 enquêteurs qui sont répartis sur tout le territoire. Donc on a quand même une force de frappe qui n'est pas suffisante par rapport à l'ampleur du défi et de la menace et des atteintes à l'environnement, mais qui est existante, qui est tout à fait complémentaire de celle des inspecteurs de l'environnement, et en particulier de l'OFB, effectivement, auquel on apporte absolument notre soutien sans réserve, et avec lesquels on est régulièrement co-saisis par les magistrats. Donc on travaille main dans la main sur les enquêtes. Donc voilà, on revient de très loin. Les rapports que vous avez cités, effectivement, sont alarmants sur le niveau de la réponse pénale, notamment des enquêtes judiciaires, etc. Je ne vous dis pas qu'on est au bout du chemin, mais enfin, en tout cas, on est, me semble-t-il, sur la bonne voie pour ceux qui nous concernent. Je ne dis pas que globalement, collectivement, sociétalement, on soit sur la bonne voie, mais en tout cas, en matière de police judiciaire de l'environnement, il me semble qu'on est quand même assez largement monté en puissance. Merci beaucoup à vous. Et donc, une fois de plus, c'était aussi le souhait de ce colloque, c'est de ne pas montrer la police OFB, mais de montrer les différentes polices que vous représentez, donc entre autres le Cézanne. Et donc, merci à la gendarmerie et à vous toutes et à vous tous. Même si on a remis en place une chose qui existait avant, mais enfin, ça, c'est encore une autre affaire. Est-ce que... Non, là, on va être bien. 5h30, oui, là, on est bien. Juste un petit mot de fin. Damien Lamotte. Allez, Damien Lamotte, rejoignez-nous, s'il vous plaît. Vous êtes... Sous-directeur sous-directeur coordination, appui, stratégie et pilotage des politiques de protection des écosystèmes au ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Transition écologique. C'est bon, j'ai tout. Je l'avais sous les yeux, mais voilà. Merci beaucoup, Damien, de ce mot de fin. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer d'être rapide. Ouais, d'abord pour vous remercier. Ou alors je vais prendre un micro. Allez-y, ce sera plus simple. Ouais. Merci beaucoup. Remercier d'abord l'Office français de la biodiversité d'avoir organisé ce temps d'échange aujourd'hui. Alors, si ces temps d'échange continuent à se tenir dans les territoires entre les parties prenantes, les acteurs du contrôle, on a tous pu constater qu'au niveau national, depuis 1 an, les choses sont extrêmement tendues et que ces espaces d'échange n'existaient plus. Et donc, merci vraiment à l'OFB d'avoir réouvert cette possibilité d'échange. Tu le disais, Olivier, c'est une mesure qui a été reprise dans les mesures de sortie de crise de l'OFB, mais on doit le dire ici, c'est l'OFB qui avait pris cette initiative de le proposer et le Sénat l'a saisi. Donc merci également beaucoup au Sénat d'avoir accueilli ce temps d'échange aujourd'hui qui était vraiment important. Merci également aux différents intervenants aujourd'hui qui ont exprimé la complexité du sujet dans toutes ses composantes. Évidemment, tout ce qui a été dit interpelle beaucoup le ministère de la Transition écologique, puisque il est clair que les sujets dépassent l'OFB, même si l'OFB a été le réceptacle en fait d'une colère qui a aussi été orientée pendant cette crise. Donc c'est un sujet qui intéresse évidemment le ministère de l'écologie dans toute sa dimension, la dimension contrôle, mais avant le contrôle, la norme et son application. Donc dans toute la chaîne, c'est quelque chose qui nous interpelle, sur lequel on est résolu qu'il faut agir. Agir, et je ne le dis pas ici, je pense que tout le monde en est conscient, il y a une accélération à tout niveau du changement climatique, des crises de biodiversité, sur l'eau, des problèmes de quantité, des problèmes de pollution, et donc tout ça nécessite d'agir et de retrouver un cadre apaisé pour l'exercice de la police et l'exercice du contrôle, on en est très conscient.
conscient également qu'il faut prendre les mesures de la situation. Ça a été exprimé dans le cadre de la dernière table ronde. On est sur un droit qui est complexe, on est un droit qui s'ajoute à d'autres droits et qui, quand on est un acteur dans les territoires et qu'on est chargé d'activités, là aussi, des acteurs qui sont confrontés à une multitude de contraintes qui sont dynamiques, qui s'ajoutent et qui nous obligent à s'attacher à la lisibilité, la simplicité et l'effectivité d'application de notre droit. Donc ça, c'est un deuxième sujet qui nous interpelle de manière très claire, et le message qui a été redit aujourd'hui, je le dis avec force, est un message qui est bien compris. On a aussi la conviction qu'il faut agir, parce que cette crise, on peut espérer qu'elle soit refermée aujourd'hui, c'est une crise qui peut se réouvrir à tout moment, parce que les causes qui sont beaucoup plus profondes en réalité que les contrôles qui sont opérés, hein, ça a été dit, il y a des dimensions économiques, il y a un changement dont les acteurs du territoire sont les premiers à le prendre frontalement. Ce changement est là, et donc les mêmes causes risquent de provoquer les mêmes effets demain, et donc cette crise peut ressurgir à tout instant. Donc l'immobilisme n'est pas une option, et on a besoin d'apporter des solutions, de faire des propositions, de remettre autour de la table les acteurs pour trouver des voies pour progresser et pour continuer à porter ces enjeux qui sont majeurs et qui concernent tout le monde. Voilà. Et puis évidemment, on a besoin d'agir pour offrir un cadre qui soit stabilisé, à la fois pour les contrôlés, mais également pour les contrôleurs. On l'a dit, et c'est l'occasion de redire le soutien à l'OFB. C'est l'occasion de dire, au-delà de l'OFB, le soutien à l'ensemble des corps de contrôle. Il est nécessaire qu'on arrive à trouver un cadre qui permette aux agents d'exercer leur activité dans un cadre sécurisé. Voilà, donc tout ça nous oblige pour agir. Ces dimensions, l'importance de ces sujets sont des questions qui sont prises en compte depuis plusieurs années. Ça a été cité aujourd'hui. Les misaines qui existent de longue date ont été institutionnalisées. C'est pareil pour les Colden qui, eux, n'existaient pas. Il y avait quelques préfigurations, mais qui ont maintenant une portée réglementaire. Et puis, il y a eu une stratégie qui a été portée par 4 ministres, hein, ce qui était une nouveauté. Donc, ministre de l'écologie, ministre de l'agriculture, ministre de l'Intérieur et de la Justice. Et donc, c'est évidemment nécessaire d'avoir cette association qui n'était pas acquise, mais donc qui a permis de poser une stratégie commune et puis de poser une chaîne d'action qui, pour bien fonctionner, nécessite que tout le monde joue son rôle dans cette chaîne. Au niveau national, en redisant quelles sont les priorités qui ressortent du consensus politique et puis qui sont portées par le gouvernement. Et puis ensuite, en s'inscrivant très largement dans une logique déconcentrée, c'est-à-dire en responsabilisant les préfets compte tenu du contexte qu'est le leur, compte tenu des enjeux qui sont dans leur territoire, de déterminer les priorités. Il a été évoqué tout à l'heure les plans départementaux de contrôle, mais on l'a réaffirmé de manière très forte, c'est vraiment au préfet de déterminer quel est le plan départemental de contrôle au regard des enjeux du département. Et le fait d'élaborer ce plan en amont, le fait de le présenter, d'en faire la pédagogie, d'expliquer. Donc la pédagogie, ce n'est pas uniquement la pédagogie pendant le contrôle, mais pour que la pédagogie pendant le contrôle puisse se faire, il faut d'abord qu'il y ait une explication des enjeux du département et de la raison de cette action de contrôle. Donc la main est clairement donnée au préfet pour déterminer ses priorités. Elle leur est donnée également pour en faire la pédagogie. Et puis ensuite, évidemment, il faut pouvoir réinstaller des contrôles dans un climat serein. Et puis se poser également la question des peines, de la proportionnalité des peines. Ça fait partie des sujets qui sont sur la table et qui sont travaillés en ce moment avec le Conseil d'État. Voilà, donc voilà ce qui a été posé. Je pense que le cadre est à peu près clair. Ensuite, on a besoin de s'assurer qu'il est complètement mis en œuvre, ce qui n'est pas forcément le cas, et mis en œuvre partout dans le respect ensuite des particularités des territoires. Donc ça, c'est ce qui est devant nous.
On continue à avancer par ailleurs sur des sujets qui ont été évoqués, hein, sur la complexité de la règle. Il a été évoqué la question des haies, il a été évoqué la question des travaux forestiers et la difficulté de les concilier avec la protection des espèces. Donc ça, c'est un sujet auquel on est actuellement très sensible et qui nous conduit à réfléchir à la définition d'un cadre qui soit discuté avec les scientifiques, concerté avec les parties prenantes, qui permet de déterminer dans ce cadre quelles sont les conditions à réunir pour que finalement les activités s'inscrivent dans une logique d'évitement, de réduction des atteintes, pour éviter ensuite de rentrer dans les procédures administratives et les contrôles qui peuvent leur faire suite. Voilà, donc ce cadre est engagé, il a été engagé sur les obligations légales de débroussaillement, on le poursuit sur les travaux forestiers et plus largement on l'inscrit dans une feuille de route plus large sur les espèces protégées dont on aura l'occasion de reparler avec les uns et les autres. Donc, voilà les chemins qu'on essaye de prendre. À l'évidence, ça ne suffira pas à répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées et finalement les pistes qui ressortent de cette dernière table ronde sont évidemment très riches et des sujets sur lesquels on doit capitaliser. La question de contractualisation qui a été évoquée est un sujet évidemment qui est important, qui prend aujourd'hui différentes traductions. Il y a des territoires qui sont des territoires finalement où le cadre de discussion, de contractualisation existe. Les aires protégées sont aussi des espaces où on met autour de la table les différents acteurs de territoire et permettent de trouver les voies et moyens de préserver les enjeux qui ont conduit à la détermination de ces aires protégées. On a de la contractualisation qui peut passer par les paiements pour services environnementaux qui sont aussi un moyen de reconnaître l'engagement qui peut être celui des acteurs de territoire. La contractualisation, elle peut passer aussi par les financements. Avec cet équilibre, encore une fois, ça a été redit aujourd'hui, on a besoin de trouver le juste équilibre entre le court terme et le long terme, entre des solutions curatives qu'on n'évitera pas, mais qui nécessitent d'être couplées avec du préventif. Donc tout ça est sur la table aujourd'hui, mais nécessite effectivement, pour que les choses prospèrent et puis dépassent des simples cas anecdotiques et soient plus largement massifiés, de retrouver des conditions de travail et d'échange. Voilà, donc c'est vraiment le défi auquel on est appelé. Je remercie encore une fois l'OFB d'avoir réouvert ce cadre de discussion. Il faut évidemment qu'au ministère de l'écologie et puis plus largement en interministériel, on arrive à saisir cette relance du débat, la saisir avec les acteurs économiques, trouver les moyens de les accompagner puisque l'accompagnement est une évidence, leur redire également la nécessité que ces acteurs économiques soient des relais parce qu'on a en fait la pédagogie c'est une chose, la capacité à toucher les particuliers, les exploitants qui sont dans leurs fermes, les entreprises est quelque chose qui est extrêmement complexe et donc on a besoin des fédérations pour assurer ces relais. Voilà, et donc on a un ensemble de solutions qui sont sur la table, qui nécessitent d'être massifiées et pour ça qui nécessitent avant tout de remettre en place un cadre de dialogue qui nous manquait ces mois derniers. Donc merci encore à tous et merci à l'OFB une nouvelle fois d'avoir réouvert ce cadre de débat. Grand merci, Damien Lamotte, merci à vous. Vous avez été formidable hein, de rester, voilà. Mais c'était passionnant. Je souhaite qu'une chose, c'est que nos démocraties imparfaitement géniales puissent tenir le coup, pas par rapport à notre sujet spécialement, mais avec tout ce qui est en train d'arriver. Voilà, on vous souhaite le meilleur et merci à l'OFB et vive l'OFB. Continuez, voilà.